Alors, Guenièvre, je regrette que tu n'aies pas été là le jour où Guenièvre arrivera à Camelot pour devenir ma reine. Lorsque Sancté monta la route du château, tous les gens du village sortirent en courant de chez eux pour l'accueillir. Il lançait des fleurs sous ses pas, il l'acclamait, il l'applaudissait, et moi je la regardais approcher du haut des remparts, le cœur battant d'amour et d'impatience, d'espoir et de bonheur. Je me souviens qu'elle attrapa un bouquet, une fleur au vol. C'était une digitale. Elle l'agita en signe de salut et les acclamations redoublèrent. Il l'aimait déjà, il suffisait de la regarder une fois pour être obligé de l'aimer. Je m'étais répété 100 fois les paroles de bienvenue que je prononçais à son arrivée. Mais quand nous fûmes face à face dans la cour du château, ma langue se bloqua et je restai couac. Alors elle me tendit sa digitale et le sourire dont elle l'accompagna me mit aussitôt à l'aise. Pendant la semaine qui précédait le mariage, nous sortîmes ensemble à cheval le plus souvent possible. C'était la seule façon de nous isoler, car Camelot s'emplissait chaque jour davantage d'invités venus des quatre coins du pays. Il y avait des têtes que je n'avais jamais vues, des parents dont j'avais entendu parler, mais que je n'avais pas encore rencontrés. Durant cette courte semaine, avant les noces, Guenièvre et moi apprîmes à nous connaître, en nous ouvrant nos cœurs. Elle ne me cacha rien, j'en eus l'intime conviction, et je ne lui cachai rien. En dehors de la félicitude et de la fameuse nuit à Cralam, et de la promesse que j'avais rompue. Nous bavardâmes jusqu'à une heure avancée de la nuit, quand le château était silencieux. Je me remarquai que Bresley m'ignorait maintenant complètement. Il se couchait aux pieds de Guenièvre et la dévorait de ses yeux avec adoration. Vous allez vous moquer de moi, mais cela me rendait presque jaloux. Jaloux pour la première fois de ma vie d'un chien par-dessus le marché. Le dernier soir, nous étions assis en silence devant le feu, après une longue conversation. Et Guenièvre caressait Bresley entre les yeux, son endroit de prédilection. Lorsque j'osai lui parler, je lui pris la main et la retournai dans la mienne. La première chose que j'ai aimée en vous, ce sont vos doigts, dis-je. Et moi, ce sont vos yeux, répondit-elle en se détournant soudain soucieuse. Que se passe-t-il demandai-je. Elle soupira. Je désire être votre femme, Arthur, dit-elle, mais je n'ai pas envie de jouer le rôle de reine. Je sais que c'est que que c'est mon devoir, comme vous devez jouer votre rôle de roi. Mais je souhaiterais qu'il en soit autrement. J'ai peur que nous apprenions à jouer nos rôles tellement bien que nous finirons par oublier nos véritables personnalités et par nous oublier l'un l'autre. Elle posa sa main sur ma joue et m'embrassa. Je ne vous oublierai pas, murmurai-je. Je ne vous oublierai jamais. Non, dit-elle. Elle sourit entre ses larmes. Non, je ne crois pas que cela arrivera. Le lendemain, je me levai de mon matin. Je retrouvai Merlin sur les remparts. Il regardait au loin, au-delà des marais embrumés. 3 chevaux cheminaient à petits pas sur les remblais, enveloppés de brume jusqu'au portail. Regarde ça, dit tristement Merlin. Elles sont venues. Je le redoutais. Qui est-ce demandai-je. Lorsque les cavalières se rapprochaient, je remarquai que l'une d'elles tenait un enfant devant elle. Ce sont vos 3 demi-sœurs, Arthur, les filles de votre mère Ingram et de Gralois, son premier mari. Je vous ai déjà parlé d'elles. Je suis persuadée qu'Ella et Mas viennent pactiser avec vous, mais ne leur faites pas confiance. Rappelez-vous que ni Ella ni Maron n'ont aucune raison de vous porter dans leur cœur. Elles sont peut-être vos demi-sœurs, mais elles sont également vos veuves, et cela par votre faute. C'est Pelleron qui a aussi leur mari, le roi de Nantes et le roi de Lot, mais il les combattait en votre nom. Soyez prudents, extrêmement prudents. La troisième doit donc être Morgane, la Benjamine, celle qu'on appelle la fée. Les paupières de Merlin se plissèrent, et il fut pris d'un tel tremblement qu'il dut s'appuyer contre la rambarde. J'espérais ne jamais la voir à Camelot, dit-il. De tous les êtres qui peuplent la terre, c'est le plus dangereux pour vous. Bien qu'elle ressemble à un ange, c'est le diable en personne. Elle possède tous ses pouvoirs démoniaques, des pouvoirs contre lesquels je ne peux plus lutter.
J'y serais peut-être parvenue autrefois quand j'étais jeune, mais plus maintenant, car mes pouvoirs déclinent. J'ai parfois l'impression qu'ils sont presque éteints. Méfiez-vous d'elle, Arthur, méfiez-vous, croyez-moi. Elle voudrait s'approprier votre royaume, et si elle n'y parvient pas, elle fera tout son possible pour le détruire, et vous avec. Qui est l'enfant demandai-je. Mais Merlin ne semblait pas disposé à me répondre. Je me répétais ma question. Il vaut mieux que vous ne le sachiez pas, dit Merlin. Et il détourna vivement les yeux. Pas le jour de votre mariage. Je ne veux pas assombrir une si belle journée. En regardant les trois cavalières, je me sentis soudain envahi d'un effroyable pressentiment. Merlin, déclarai-je en m'armant de courage, vous m'avez promis un jour de ne jamais me prédire l'avenir sans que je l'ai sollicité, et de ne jamais me dissimuler la vérité si je vous la demandais. Et je ne vous ai jamais interrogé sur mon sort, ni sur celui du royaume, bien que je sache que vous m'auriez répondu. Je ne veux pas le connaître, car si je savais comment tout cela finirait et ce qui se passerait entre-temps, j'aurais plus guère de raison de vivre ma vie. Si cet enfant doit jouer un rôle dans mon avenir, alors dites-moi au moins qui il est. Merlin hocha lentement la tête. Oui, dit-il, vous avez raison. Vous avez tout le droit de savoir. Tout homme a le droit de connaître son fils. Oui, c'est votre fils. Il s'appelle Mordred. Sa femme est Morgane. Elle s'est donnée à vous la nuit d'Arcarmon. J'ai essayé de vous alerter, mais vous m'avez fait sortir de la chambre. Vous vous souvenez? Elle est venue vous trouver non pas de son propre chef, mais envoyée par sa sœur, la fée Morgane, afin de vous séduire. Cette nuit-là, il n'y avait pas le moindre amour pour vous dans le cœur de Moran, Arthur, uniquement de la vengeance. Son fils est l'arme que la fée Morgane utilisera contre vous. Mais Morgane est ma demi-sœur, m'exclamai-je, incapable de croire ce que j'entendais. Jamais je n'aurais pu faire une telle chose, c'est impossible. Vous ne pouviez pas le savoir, Arthur, dit Merlin, en me prenant par les épaules. Vous n'avez rien à vous reprocher, vous êtes un homme comme les autres, et vous étiez ensorcelé, envoûté. La fée Morgane avait tout combiné, Mordred et votre Judas. Arthur, il vous trahira. C'est dans ce but qu'il a été conçu, c'est à cela qu'il consacrera sa vie. N'oubliez jamais qu'il est la créature de la fée Morgane et que celle-ci est décidée à vous détruire. Suivez mon conseil, gardez-le auprès de vous, sous vos yeux, là où vous pourrez vous causer le moins de tort. C'est la meilleure des solutions. Elles étaient maintenant au-dessous de nous, dans la cour du château, et Mort levait les yeux vers moi en souriant, un sourire complice, un sourire sans tendresse. Je me rappelle pas grand-chose de la cérémonie nuptiale proprement dit, en dehors du contact léger de la main de Guenièvre sur la marche lorsque nous prononcions nos vœux de fidélité devant l'archevêque. Après la bénédiction, son père, le roi Longcombe, me conduisit dans une grande salle de Camelot, au milieu de laquelle se dressait une immense table ronde. Oui, celle-là dont chaque siège, comme vous pouvez le voir, porte en lettres d'or le nom de l'un de mes chevaliers. C'est mon cadeau de mariage, messire, annonça Langot. Merlin avait fabriqué cette table de ses propres mains pour votre père, le roi Uther Pendragon. Et lorsque celui-ci mourut, c'est à moi qu'elle fut confiée. Aujourd'hui, la table ronde reprend la place qui est légitimement la sienne, la cour du suzerain de Bretagne. Là, autour de cette table, dit Merlin en passant son bras autour de mon épaule, s'asserront tous les valeureux chevaliers qui vous aideront à édifier dans ce pays le juste et le loyal royaume de l'Orgue. Certains d'entre eux sont déjà présents et vous les trouverez leurs noms inscrits sur leur siège. Beaucoup ne sont pas encore à vos côtés, mais je les connais. On rajoutera leurs noms lorsqu'ils se joindront à vous. L'un d'eux sera Lancelot, le fils du roi Banque. Il ne se fera plus guère attendre. Un autre sera Perceval, le fils de Pellinore, qui n'est encore qu'un enfant. Son temps viendra également. Tous auront leur place autour de la table ronde. Je n'ai pas besoin d'en savoir davantage, Merlin dit. Je les reconnaîtrai quand ils se présenteront. Il y en a un que vous ne reconnaîtrez pas, dit-il en désignant le siège. Lisez ce qui est marqué sur celui-ci. Il y a écrit danger. Pourquoi danger, demandai-je. Parce que quiconque s'assoit en mourrait, sauf un seul,
Le chevalier qui l'occupera jamais se présentera le jour où le Saint Graal fera son entrée à Camelot. Il sera le dernier des chevaliers de la table ronde et le meilleur de vous tous. N'en dites pas plus, mon vieil ami, dis-je en posant amicalement ma main sur ses lèvres. Laissez-moi vivre l'instant prévusant et ces merveilleux instants, et que l'avenir se débrouille sans moi, il viendra toujours à son heure. Merlin rit et me conduisit à ma place, devant la table ronde, après quoi chacun des chevaliers trouva le siège qui lui était désigné, tandis que les dames s'asseyaient au fond de la salle, sur une estrade surmontée d'un baldaquin. Paris-Miel trônait Guenièvre, ma reine, mon épouse, le visage illuminé de bonheur. Je n'aime pas trop me lever les yeux vers elle, parce qu'elle était encadrée d'un côté de Marat et de l'autre de la fée Morgane. Mais quand je le faisais et que nos regards se croisaient, le sourire qu'elle m'adressait était de l'amour pur. Je dis était parce que c'est ce qu'il était au début, un message d'amour et de confiance absolue. Une confiance que j'avais trahie.